Premier, Sergio Coronado, donc député des Français à l'étranger, membre de ELV et membre de Écologie sociale. Je dois dire que d'ailleurs, sur ce dernier point, écologie sociale, je tiens à remercier Patrick Farbias, parce que c'est lui qui m'a mis en contact, j'allais dire, et c'est grâce à lui que Sergio Coronado est là ce soir, parce que tout simplement, au moment où on s'est posé la question, mais est-ce que vous connaissez un député qui a voté contre? Et ben, il n'y en avait pas, presque pas. Enfin, donc il fallait les trouver sur les doigts de la main. Je crois qu'ils sont 6, me semble-t-il. Et donc il fait partie de ces gens que nous recherchions. Et c'était pas facile de les trouver. Et donc j'ai téléphoné à Guy, Patrick Farbias, qui m'a dit, bah, il n'y a pas de problème, je vais te mettre en contact, et donc on va essayer d'inviter si son temps... Donc vraiment, merci beaucoup, parce que je sais que son temps est très pris, il est député des Français à l'étranger, ça veut dire qu'il passe un temps important à l'étranger, donc chez les Français de l'étranger, et donc ses allers-retours, etc., il y a beaucoup de travail. Donc la question va être simple, hein, c'est qu'est-ce qui vous a pris de voter contre cette proposition du président de la République, dans la mesure où nous étions quand même, la France, dans une situation anxiogène extrêmement importante, où on avait une télévision qui tous les jours nous disait mais attention, vous allez sauter partout, quoi. En quelque sorte, la sécurité des Français était à un tel niveau que effectivement. Donc je trouve que vraiment ça nous intéresse de voir que quelqu'un comme vous a pris cette décision dans une certaine distance, rationalité, et probablement, voilà, vous allez nous dire un petit peu quel est votre point de vue là-dessus, en tout cas nous aider, nous éclairer ce soir, vous êtes très attendus. Merci beaucoup de cette invitation. C'est vrai que mon temps est compté, mais pas tant que ça, parce qu'en fait depuis ce vote, je le consacre essentiellement à rencontrer des citoyens, des citoyennes, des électeurs aussi, pour expliquer pourquoi un parlementaire, parmi 577 députés, avec 5 autres collègues, prend une décision lourde de sens, à la fois personnelle, mais également dans l'ambiance, comme vous l'avez rappelé, très unanimiste, une ambiance d'unité nationale, d'union sacrée presque, comme on en lit dans les pages d'histoire et qu'on vit depuis le 13 novembre. Je voudrais d'abord remercier de m'accueillir ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en Nanterre, je devrais venir plus souvent parce que je vois dans la salle des visages amis, donc que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je voudrais également remercier Monsieur le maire d'être là, parce que je pense que c'est utile, en effet, que ce ne soit pas simplement un débat à la fois limité aux intellectuels, même si évidemment l'intervention était passionnante, au Parlement. C'est un débat qui concerne chacun d'entre nous, tous les citoyens, et notamment celles et ceux qui, au quotidien, construisent ce lien essentiel de la participation au niveau local. Et puis les oranges, parce que la dernière fois que j'étais venu dans le 92, c'était pour une opération électorale de soutien justement à des animateurs de l'association. Voilà. Je suis ravi d'être là pour pouvoir en effet expliquer très calmement, très posément pourquoi en fait on prend cette décision. Je l'ai prise avec, pas tout à fait en concertation, mais en dialogue en fait avec autres collègues parlementaires. Je voudrais quand même les citer parce que c'est important. On était peu nombreux, mais je n'étais pas seul. Donc, nous sommes 6 et il y a eu quelques débats d'ailleurs avec ces 5 autres parlementaires. Isabelle Attard, qui est membre du groupe Europe Écologie Les Verts, même si elle n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts, mais c'est une parlementaire écologiste depuis 3 ans, pour Yann Chahi, que vous connaissez, qui est un député des Français de l'étranger. Et c'est pas un hasard que parmi les 6, il y ait 2 parlementaires de Français établis à l'étranger. Gérard Sebaoun, qui est un parlementaire du Val d'Oise, du groupe socialiste. Barbara Romagnan, qui est une députée du Doubs, également, qui est membre du groupe socialiste. Et puis bon, quelqu'un que vous connaissez, parce que comme il a été candidat à la présidentielle et qu'il a été une figure de la télévision
très très connu dans les années 80 et 90, Noël Mamère, qui a voté également contre l'état d'urgence. La question, d'abord, il faut la préciser, c'est pas un vote contre l'état d'urgence. C'est un vote contre l'état d'urgence. Le 13 novembre 2015, moi je me retrouvais en début de week-end au moment des attentats, des 5 attaques en fait, qui ont eu lieu à Paris et à Saint-Denis. J'apprends dans la nuit, et c'est une possibilité qu'octroie la loi au pouvoir exécutif de décréter un état d'urgence de 12 jours. Les parlementaires n'est pas consulté sur cette possibilité-là, sur la possibilité qui est donnée au pouvoir exécutif de décréter pendant une durée de 12 jours, en fait, un état d'exception qui suspend nos libertés constitutionnelles et permet, en fait, au pouvoir politique, et notamment au ministère de l'Intérieur, à la police administrative, de mettre de côté l'autorité judiciaire et de mener à bien toute une série d'opérations qui, en temps normal, dans un État démocratique, sont particulièrement bien encadrées pour garantir nos libertés par l'autorité judiciaire. Je vais parler ici des assignations à résidence, des perquisitions administratives, des interdictions de manifester, de se réunir, même l'interdiction d'ouverture des débits de boissons. Enfin, tout ça est particulièrement encadré dans un État de droit, dans une démocratie comme la France, et notamment la question de la proportionnalité des mesures qui sont prises. Voilà. L'État a la possibilité de suspendre ses libertés constitutionnelles, et on n'est pas consulté. C'est comme ça, c'est la Ve République, on n'est pas consulté lors des interventions militaires, on n'est pas consulté lors de la mise en place par décret de l'état d'urgence, et le pouvoir politique a une latitude extrêmement grande, extrêmement large, pour décréter cet état d'exception. Et cette latitude est tellement large qu'il peut même, et cette fois il l'a fait, d'ailleurs plutôt dans un sens libéral, modifier le décret en fait, puisque la loi de 55 prévoyait le contrôle des médias et le transfert en fait des tribunaux civils aux tribunaux militaires. Donc Hollande, évidemment tenant compte de la réalité de l'évolution à la fois technologique avec les réseaux sociaux et Internet, c'est bien abstenu d'inscrire dans le décret de mise en place de l'état d'urgence le contrôle des médias et la censure. Voilà. On peut quand même se réjouir de cette petite avancée de la part du président de la République, parce que sur le reste, il est quand même allé bien loin et assez fort. Et donc on n'a pas non plus eu la mise en place des tribunaux militaires. Nous, on est appelé en fait à une prolongation de 3 mois. Je le dis parce que parmi les 6, il y a des parlementaires qui ne sont pas opposés à l'état d'urgence en général. Noël Mamère et moi, on est plutôt assez critiques à l'égard des mesures d'exception, et notamment nous avions, à l'époque où je travaillais à ses côtés, déposé un texte de loi, une proposition de loi parlementaire, pour supprimer du dispositif législatif l'état d'urgence. Puisque nous avons dans l'ordre normatif 3 possibilités octroyées au pouvoir exécutif, l'état d'urgence, l'état de siège et l'article 16 qui est de fait une dictature aux mains d'un seul homme, aux mains du président de la République qui détient désormais tous les pouvoirs, suspend le Parlement et tous les contre-pouvoirs. Donc nous étions appelés à voter sur les 3 mois. Ça se fait dans un contexte assez particulier quand même, pas simplement dans un contexte d'émotion. C'est vrai que l'émotion est vive, 130 morts et des centaines de blessés, c'est une tragédie pour la France, c'est une tragédie en plus pour beaucoup de pays qui considèrent que la France est un haut lieu de la défense des libertés et des droits de l'homme. Moi je l'ai vécu dans ma circonscription, où évidemment, indépendamment de ce que fait la France dans d'autres contrées de notre monde, le pays qui est le nôtre continue à être une sorte de référence en fait en matière de liberté. C'est ça qui est parfois un peu paradoxal, c'est qu'on peut s'asseoir sur ces libertés ici et continuer à représenter une sorte de rencours pour beaucoup de combattants pour la liberté dans le reste du monde. Et donc ça se fait dans un contexte particulier, et notamment dans la suite du discours du président de la République devant le Congrès. Et moi je voudrais qu'on se rappelle quand même ce discours de Hollande devant le Congrès. Il est assez clair. Il lie à la fois la question de l'état d'urgence et la question de la déchéance de nationalité.
La déchéance de la nationalité, c'est pas un point qui apparaît ensuite de manière totalement fortuite, accidentelle. Elle est intimement liée à la proposition de prolongation de l'état d'urgence, et c'est pour ça que l'intervention précédente m'a beaucoup intéressé. C'est que l'état d'urgence a une connotation codolienne très forte, très très forte dans notre pays. C'est une loi votée en 1955 pour mater le soulèvement algérien et qui finit avec le vote des pouvoirs spéciaux. C'est une loi qui est appliquée en 2005 au moment de la révolte des banlieues, à destination de populations qui, pour une partie de l'élite politique, pour une partie des responsables, ne sont jamais totalement françaises, quoi, et qu'il faut leur appliquer un état particulièrement répressif. Et puis, maintenant, pourquoi je pense que ce sont deux mesures qui sont liées? Ce que l'on voit, en fait, ce que l'on entend de la part des responsables politiques, c'est qu'au fond, il faut évidemment suspendre nos libertés, mettre entre parenthèses l'État démocratique et s'attaquer en fait à celles et à ceux qui contestent l'ordre du monde tel qu'il est, aux syndicalistes, aux militants, aux associations. Mais en plus, il y a cette idée que je trouve dangereuse, mais qui a fait son chemin à gauche. C'est que ces jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été à l'école en France, qui ont échoué en France, qui sont passés par les prisons de France et qui se sont, pour certains, radicalisés et ont fini par se faire sauter, et bien ces gens ne sont pas vraiment français. Et je rappelle que le nombre d'interventions militaires n'a jamais été aussi nombreuses depuis la présidence de François Hollande. On a plusieurs fronts, on a ouvert plusieurs fronts en Afrique, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, avec ces bombardements dont on ne voit jamais vraiment l'objectif. Et puis, ces jeunes dans lesquels on voudrait aujourd'hui enlever la nationalité. Et je reviendrai sur l'expression qui a été utilisée, parce que je crois que même dans ça, on a cédé du terrain. Depuis le début, on entend parler de binationaux nés français. Il n'y a pas de binationaux nés français. Ça n'existe pas, un binational né français. Il y a des Français, comme vous et moi. Et depuis la Révolution française, quand on est français, on est pleinement français. On n'est pas français de souche et français de papier. On n'est pas français d'origine étrangère et français de longue date. On n'est pas binational et français, on est français. On est français et parce que l'histoire familiale est ainsi faite, parce que le parcours de vie peut l'expliquer, on bénéficie aussi d'une autre nationalité. Donc il y a des citoyens français. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire être binational. Moi je suis français. Et il s'avère que je suis né au Chili et que j'ai gardé la nationalité française, mais je crois que ce n'est pas le cas de mon frère, qui n'a pas nécessairement souhaité la garder, donc il n'a pas fait de demande. On est français et on est totalement et pleinement français. Et céder sur ce type d'expression est un piège dans lequel on a une partie du camp progressiste, de la gauche, des écologistes, s'est engagé. Et je crois que c'est une grande erreur. Donc, le vote qu'on devait faire, c'était un vote dans ce contexte. Un vote après le discours du président de la République au Congrès, un discours qui rompait totalement avec même ce qu'il avait pu dire le lendemain des assassinats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, où il avait été question finalement de fraternité, de vie ensemble, de responsabilité dans le lien social, de nécessité de ne pas laisser des quartiers à la dérive, d'investir dans la formation et l'éducation. Non, un discours de guerre, un discours martial, un discours de militarisation du débat public, du débat démocratique, et avec cette drôle d'idée, c'est que ce qui nous arrive, on n'a pas d'éléments d'explication rationnelle, et en tout cas, ces agents du terrorisme, ils ne sont pas français, ils sont forcément algériens, tunisiens, parce que c'est ça que ça veut dire. On ne va pas se raconter de l'histoire. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ne pas voter l'état d'urgence, la prolongation de 3 mois? D'abord, quand on est parlementaire, et moi je suis un récent parlementaire, c'est mon premier mandat, Jacqueline a plus d'expérience et a
à une meilleure connaissance du Parlement. Et donc, ce que l'on sait, même quand on est un jeune parlementaire, c'est qu'on n'a pas cessé, depuis 1986, de voter des lois sécuritaires, de lutte contre le terrorisme. Et on en a voté une vingtaine, et que même sous François Hollande, on en a voté en tout cas 3 qui ont des dispositions extrêmement importantes en matière de lutte antiterroriste et sécuritaire. On a d'abord voté une loi antiterroriste en tant que telle, avec des dispositions extrêmement larges pour les pouvoirs, la police, la gendarmerie, les services de renseignement. On a voté une loi à l'initiative du président de la commission des lois sur le renseignement. Vous en avez entendu parler, moi je me suis opposé, c'est une sorte de petit patriotacte à la française. Alors évidemment, il n'y avait pas Guantanamo, on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui avec les assignations à résidence, mais il y avait des mesures extrêmement inquiétantes sur les prérogatives des services de renseignement, qui aujourd'hui en fait ont des missions qui ne relèvent pas uniquement de la lutte contre le terrorisme, mais qui ont des missions finalement de maintien de l'ordre public et de contrôle social, avec la possibilité de récolter, de recueillir en masse des données. C'est la mise en place des algorithmes, des sondes, des IMSI catchers, avec cette idée que la société de surveillance est la meilleure arme de défense de la démocratie. Moi, je crois que la meilleure arme de défense qu'ont les démocraties, c'est de faire vivre leur démocratie, c'est de faire vivre leur état de droit, c'est de permettre que même sous état d'urgence, on puisse, vous et moi, continuer à débattre, continuer à discuter pour savoir ce qui est bon, la meilleure manière de répondre, en fait, à celles et à ceux qui s'attaquent à notre fonctionnement démocratique. Donc, c'est dans ce cadre-là que le vote a lieu. Et moi, j'ai un sentiment très fort. Je crois que Robert Badinter l'avait dit très simplement, c'est que l'état de droit, ce n'est pas un état de faiblesse. L'état de droit permet aujourd'hui aux forces de police, à la gendarmerie, aux services de renseignement, de procéder à toute une série d'opérations nécessaires parfois, mais qui permettent de s'attaquer à celles et à ceux qui prépareraient des attentats ou qui mèneraient des opérations contre la France. Je le rappelle, hein, pour faire vite et simple et sans tomber dans le juridisme, dans un juridisme excessif, on peut mener des perquisitions de nuit. Ce n'est pas vrai que seul l'état d'urgence le permet. On peut en mener. On peut interdire à quelqu'un de sortir du pays. On peut interdire à quelqu'un de rentrer sur le territoire national alors qu'il est français. C'est dans la loi antiterroriste. On peut désigner une personne comme étant à l'initiative d'une opération terroriste, puisque désormais le délit d'organisation terroriste individuelle existe dans le droit français. On peut assigner à résidence quelqu'un qui peut présenter un risque. Tout ça, ça peut être fait. Ce que l'on sait aussi, et on en a désormais la confirmation, parce que c'est un des avantages quand même, aujourd'hui, dans un pays comme la France, où il y a des médias qui ont... Et je crois qu'il faut le souligner, parce que ce n'était pas si facilement prévisible, les médias ont plutôt joué un rôle de veille, et je trouve que Rue 89, La Quadrature du Net, même Le Monde, avec son blog, tiennent un décompte des assignations à résidence, ils observent, ils dénoncent. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'état d'urgence, en fait, est très efficace les 10 premiers jours. Les préfets le disent, le ministre de l'Intérieur le reconnaît, le président de la commission des lois l'affirme. Oui, c'est vrai, c'est efficace de s'asseoir sur l'état de droit les 10 premiers jours, c'est-à-dire qu'on peut perquisitionner à tout va, on peut assigner à résidence qui on veut, sans justification, mais qu'au-delà de 10 jours, on n'a pas une très grande efficacité. Plus de 3000 perquisitions administratives et à peine 4 possibilités d'ouverture d'enquête judiciaire en matière de lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces milliers de perquisitions? C'est-à-dire qu'on s'est attaqué à des petites affaires en gros, où la police peinait à trouver des preuves, à construire des enquêtes, et c'est vrai, l'autorité judiciaire demande que des faits palpables, jugeables, soient avancés pour inculper, pour enfermer, pour mettre en dehors de la société les individus. Et
tu l'as dit tout à l'heure, on a depuis 20 ans, et c'est un danger qui me paraît extrêmement pernicieux, une grande dame du droit, Madame Delmas-Marty, l'a souligné à plusieurs reprises. Pour ceux qui sont amateurs de films d'action, vous pouvez comprendre parfaitement ça avec le film de Tom Cruise, Minority Report. On a un droit pénal, en fait, qui est en train de changer de nature. Normalement, le droit pénal, il vise à sanctionner des faits. Vous avez tué quelqu'un, vous avez agressé quelqu'un, voilà, vous devez être sanctionné. Et bien, c'est un droit qui devient prédictif. On ne sait pas ce que vous pourriez faire, mais on craint que vous puissiez agir. Et donc, avant même qu'il y ait des preuves, avant même qu'il y ait des indices, on vous enferme, on vous assigne à la résidence, on vous traîne devant un tribunal et on peut vous condamner. C'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi, je voudrais revenir un peu sur le débat sur l'état d'urgence. Parce qu'il ne s'est pas simplement agi de voter une prolongation de 30 jours. Il y a eu un débat au Parlement. Et ce débat, il est flippant, comme on dit trivialement. La droite a réussi, avec l'accord du Premier ministre, à voter des mesures que l'extrême droite demande depuis des années et que nous avions toujours dénoncées. Parce que nous, on a passé, par exemple, en commission des lois, une année entière à dénoncer la folie sécuritaire de la droite, la volonté de déchoir de la nationalité celles et ceux qui vont en Syrie. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu avec l'accord du gouvernement? Ils ont obtenu que les policiers puissent porter leurs armes en dehors des heures de service. Est-ce que c'est utile dans la lutte contre le terrorisme? C'est dangereux. C'est dangereux. Les taux de suicide, le fait qu'ils peuvent se faire voler leur arme, le fait qu'une personne seule... bon. Les assignations à résidence sont passées de 8 heures à 12 jours. La droite était tentée d'aller plus loin, sauf que entre l'assignation à résidence et l'internement, la frontière devenait tellement tenue qu'on aurait pu être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc il y a eu un alourdissement considérable, en fait, du dispositif d'état d'urgence. Et il y a eu un changement lexical qui était extrêmement emblématique de la période dans laquelle vous... C'est-à-dire que les assignations à résidence, même dans l'état d'urgence de 55, devaient se baser sur des faits. Des faits. Et il y a eu simplement un amendement de la droite qui dit qu'on peut se baser sur des comportements. Donc, c'est un dispositif qui s'est mis en place, d'abord à l'efficacité limitée, on le sait aujourd'hui, mais à l'efficacité électorale, ou en tout cas politicienne, redoutable. On avait un président très bas dans les sondages, on avait un pouvoir politique très contesté, la lutte contre le chômage, dont il disait faire une priorité, ne permettait pas de renverser la courbe contrairement aux promesses. Et ce que l'on voyait depuis bientôt 2 ans, c'est que l'argent octroyé grassement aux entreprises a peu d'effet sur le marché de l'emploi, et que quand la solution se tend, le pouvoir se réduit, et on a ce qu'on a eu à Air France, ce qu'on a avec Goodyear, des syndicalistes qui se font condamner à de la prison ferme, des demandes de licenciement de responsables syndicaux, sans que le pouvoir ne trouve à redire. Et donc cet état d'urgence, il permet en effet d'évacuer des problématiques qui sont des vraies problématiques, des problématiques politiques de premier plan, l'emploi, l'école, nos interventions militaires à l'étranger, où on en est. Je vous rappelle quand même, quand on est intervenu au Mali, c'était pour 3 mois. Ça fait déjà bientôt 3 ans. Quand on est intervenu en Syrie, il n'y a pas eu non plus de débat politique. Je vous avais dit en effet à l'époque, pour faire passer la pilule, qu'il s'agissait d'accompagner l'avancée des troupes kurdes pour la reprise de Kobané. Aujourd'hui, on se contente simplement de frappes punitives à l'efficacité pour le moins contestable. Il y a peut-être quelques djihadistes qu'on arrive à mettre hors d'état de nuire. Il y a des populations civiles dans ces territoires. Et donc, ce sont des massacres également. Je voulais conclure très rapidement pour dire qu'il y a aussi un contexte pour moi international, je viens de le rappeler, un contexte national, c'est cette utilisation en fait, de l'état d'urgence comme une sorte de pilule électoraliste auprès de l'opinion publique, parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui volontiers, les préfets, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est utile en 10 jours et encore,
et que ce n'est plus utile après. Et puis pour moi, il y a un contexte aussi de circonscription. Moi, je vous le rappelle très franchement, dans ma circonscription, moi j'ai 57% de binationaux, de gens qui sont français, mais qui, parce qu'ils sont le fruit de mariage entre des Français et des nationaux, ont une autre nationalité. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi, pour des mêmes faits, le père et l'enfant, la mère et sa fille seraient l'un déchu et pas l'autre. En plus, il y a un principe, un très bon principe, en droit français, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, et puis, ils ne comprennent pas pourquoi, ce qui fait l'objet simplement d'une loi, le Code de la nationalité, devrait permettre au président de manier très cyniquement la Constitution, qui est un texte qui, normalement, vise à rassembler, à organiser nos pouvoirs, à faire en sorte que notre vie soit organisée ensemble. Et d'autre part, je crois que ce qui les heurte, en tout cas moi dans ma circonscription, et ça a été aussi quelque chose qui m'a aidé à prendre cette décision, c'est qu'au fond, le débat qui se pose pour nous, et c'est un peu le débat sur la purification de ce corps social introduit par la déchéance de nationalité, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est, comme le dit Manuel Valls, une nation chrétienne, allant à l'encontre de tout l'héritage révolutionnaire? Une nation, c'est justement pas une tradition ethnique, une tradition religieuse. Une nation, c'est une construction politique avec des citoyens libres et égaux. On est peut-être un pays avec des racines chrétiennes, mais on n'est pas une nation chrétienne. On est une nation avec des apports successifs, des gens qui ont fait la France, des Polonais, des Italiens, des Algériens, des Marocains qui ont construit la richesse de notre pays. Et donc, au fond, on est une nation à visée cosmopolite. On a des visages différents. On peut s'appeler Fatima, on peut s'appeler Mohamed, on peut s'appeler Sergio et devenir parlementaire de la République. On peut même s'appeler Manuel Valls et devenir Premier ministre. C'est ça la force de la France. C'est ce cosmopolitisme au sein de la nation. C'est pas une ethnie, c'est pas une religion, c'est pas. Et de ce point de vue-là, l'utilisation, comme il l'a fait depuis lundi après-midi, dans ses déclarations en marge d'une réunion des années du CRIF, de la laïcité comme arme d'exclusion massive, de stigmatisation, et s'inscrit vraiment dans cette opération de purification du corps social. Donc voilà, moi je n'ai pas beaucoup hésité, je vous le dis franchement, je ne tire pas de fierté de ce vote. Je crois que j'en ai mesuré la gravité. C'est que je crois que, je l'ai dit parce qu'on en avait discuté avec certains de mes camarades ici la veille, qui se disaient, bon, peut-être qu'il va céder devant la pression, qu'il ne va pas voter. J'ai l'intime conviction, parce que moi je ne suis pas un angéliste, je ne suis pas un pacifiste, que l'État de droit nous donne les moyens de nous défendre. Que l'État de droit, c'est une arme formidable quand on le fait vivre, pour résister à la haine, pour résister à la violence. Et de ce point de vue-là, je me retrouve plus proche du Premier ministre norvégien au moment des attaques et du massacre de l'île, dont j'ai oublié le nom, quand il dit on va faire vivre la démocratie qui a été endeuillée. Donc je crois fortement à ça. Je crois essentiellement à ça. Et d'autre part, j'ai eu le sentiment très fort de l'utilisation très cynique de l'émotion légitime de mes concitoyens par le pouvoir politique, dont l'objectif apparaît assez clairement aujourd'hui, c'est de rester coûte que coûte au pouvoir, quitte à utiliser et de dévoyer cette émotion. Parce que cette émotion, moi je vous le dis, après Charlie Hebdo, même s'il y a eu des polémiques, je me suis senti profondément partie prenante de cette nation. En fait. Ces gens qui, après un massacre, comme contre les journalistes de Charlie Hebdo, après le père Cachère, est capable de sortir dans les rues, de défiler ensemble, de cultiver ce qui fait notre force, cette espèce de nation bariolée, aux héritages multiples, aux souches multiples, comme dit, pour dire, je me retrouve aujourd'hui à lire du Alain Minck et à trouver que je me retrouve plus proche d'Alain Minck que de Manuel Valls sur la conception de la nation française. Et donc, je crois que ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse politique, c'est une réponse démocratique, c'est une réponse citoyenne. Je crois que l'état d'urgence, ça n'a servi qu'à une chose, c'est à maintenir un ordre public sécuritaire, à s'attaquer à celles et à ceux qui voulaient participer de manière critique à la COP21, à terroriser le monde syndical et politique,
Et puis avec un objectif incroyable, que je trouve terriblement pervers, on va toucher à la Constitution sous état d'urgence. Toucher à la Constitution, ça doit permettre d'engager un débat citoyen, d'organiser des réunions, des manifestations, de pouvoir marcher librement dans la rue, de ne pas demander de manière systématique l'autorisation au préfet et de se voir répondre que la manifestation est interdite. Et quand on voit en fait des assignations à résidence, moi je les ai vues, je les ai constatées, ce sont des jeunes de 21 ans, 22 ans, de responsables écolos qui se sont fait assigner à résidence pour qu'ils ne viennent pas emmerder les chefs d'État au moment de la COP21, pour qu'il n'y ait pas de regard critique. Voilà, moi cette conviction-là, c'est que le pouvoir politique est en train d'abuser de l'émotion des Français et que cet état sécuritaire qui se met en place par palier est dangereux, qu'il faut lutter contre, qu'il faut prendre son courage à deux mains, et sa liberté de citoyen. C'est pour ça que je vous invite à vous joindre à la manifestation du 30 janvier, appelée à l'initiative de plusieurs organisations et notamment la LDH, pour la levée immédiate de l'état d'urgence et à faire ce que font les citoyens aujourd'hui, de contacter tous vos députés pour qu'il n'y ait pas de vote en faveur de la prolongation à 3 mois de l'état d'urgence à nouveau. Merci.